On le résout en premier, et puis après, la nationalité retenue va nous permettre de rattacher le rapport de droit à une loi unique. On retient d'abord la nationalité X, et cette nationalité X va nous permettre de faire appel à la loi de tel pays. Mais retenir les nationalités ou les 3 nationalités en même temps ne nous permettra pas de résoudre le problème, ne nous permettra pas d'épingler la loi applicable. Ce qui fait qu'au préalable, il va falloir, à partir du moment où il s'agit d'un conflit positif de nationalité, retenir une seule à l'exclusion des autres. Donc c'est ça, de manière générale, le conflit positif de nationalité. Présence de plusieurs nationalités, sachant que l'on ne peut retenir qu'une seule. L'on ne peut se prévaloir que d'une seule pour résoudre le problème posé ou la question posée. Deuxième situation, elle concerne les personnes qui ne disposent d'aucune nationalité. Ou les personnes qu'on appelle apatrides. Là, comme je l'ai déjà précisé avant, il s'agit de personnes qui généralement ont des nationalités, une ou plusieurs nationalités parfois, mais qui ne peuvent pas prouver leur appartenance à tel ou tel État, pour différentes raisons. Donc on ne sait pas retenir une nationalité parce que la personne n'a pas les possibilités matérielles pour prouver son appartenance à un État. Il faut donc dégager une nationalité pour la personne, sinon décider des règles applicables à partir du moment où cette personne est impliquée dans un rapport de droit. Donc ça c'est le problème de manière générale. Le Code de la famille marocaine nous a apporté une réponse à propos de ce type de situation, qu'on va voir plus tard. Mais le problème, de manière générale, on peut le présenter de cette manière. Des personnes qui ne disposent d'aucune nationalité, qui pratiquement ne peuvent pas prouver leur appartenance à un État, mais il faut apporter une réponse aux questions posées. On ne peut pas se dire, écoutez, il n'a pas de nationalité, donc on arrête, on ne fait rien, la situation demeure telle qu'elle. Il faut trouver une solution. Il faut dégager des solutions. Donc voilà, de manière générale, ce qu'il en est du conflit négatif de nationalité. Donc la première matière concernant les conflits de nationalité, elle concerne ces 2 types de situations. On va voir plus tard comment sont régis par la loi, comment sont réglés. Deuxième matière, elle concerne la condition des étrangers. Qu'est-ce qu'on veut dire par la condition des étrangers? C'est la situation juridique d'un étranger par rapport à un État. Et ça implique 3 choses. Première chose, l'ensemble des règles concernant l'accès au territoire d'un État. Ça veut dire quelles sont les conditions prévues par la loi d'un État pour autoriser certaines personnes à accéder au territoire national. Là aussi, il y a des règles qui sont prévues par une loi. On a une loi
qui précise les conditions d'accès au territoire marocain. Seulement, ce sont des règles qui sont prévues de manière générale, c'est le cadre général en quelque sorte. On nous dit, voilà, pour accéder au territoire marocain, en tant qu'étranger, voilà les conditions, voilà ce qu'il faut. Voilà les documents exigés. Mais attention, ça c'est le cadre général. Il faut également prendre en considération ce qui est prévu au niveau des accords et des conventions multilatérales ou bilatérales. Les conditions d'accès d'un Américain au territoire marocain ne sont pas les mêmes que celles prévues pour un Chinois. Pourquoi? Parce qu'il y a des relations bilatérales qui déterminent pour chaque communauté les conditions de son accès sur le territoire d'un État déterminé. Donc on a un cadre général qui prévoit un ensemble de conditions, un ensemble de règles, mais attention, on n'est pas traité de la même façon. C'est l'appartenance à un État qui permet de préciser les conditions d'accès des ressortissants de cet État au territoire d'un autre État. Donc c'est le premier point, il concerne les conditions d'accès. Deuxième point, il concerne les conditions d'établissement. Après l'accès, est-ce que j'ai le droit de m'installer sur le territoire marocain et pour combien de temps? Dans quelles conditions un étranger peut s'installer sur le territoire marocain? Qu'est-ce qui est prévu par la loi? Quelles sont les règles légales prévues pour autoriser ou accorder à la personne étrangère la possibilité de s'installer sur le territoire marocain? Donc on a les conditions d'accès, les conditions de séjour ou d'établissement, et 3, les conditions prévues pour l'exercice d'une activité sur le territoire marocain. Dans quelles conditions un étranger peut exercer telle ou telle activité sur le territoire marocain? Je peux avoir la possibilité d'accéder au territoire marocain, de séjourner pendant une durée déterminée, mais est-ce que ça m'accorde la possibilité de travailler, d'occuper une fonction quelconque, d'exercer le commerce, de constituer une société commerciale? C'est le troisième type de règles qui nous intéresse. Les règles prévues pour l'exercice d'une activité professionnelle, quelle que soit sa nature, sur le territoire marocain. Et là aussi, si la loi a prévu un certain nombre de règles, il faut également prendre en considération les conventions et les accords multilatéraux, bilatéraux signés par le Maroc. Parce que là aussi, il y a un ensemble de règles, mais les étrangers ne sont pas traités de la même façon, ne sont pas soumis aux mêmes obligations. Et également, ils n'ont pas le même droit sur le territoire marocain. Tout dépend des relations qu'entretient le Maroc avec les autres pays. Donc voilà l'architecture de cette deuxième matière. Les conditions d'accès, les conditions de séjour et les conditions d'exercice d'une activité professionnelle.
Troisième matière, elle concerne les conflits de loi. Quel est le contenu de cette matière? La matière concerne les situations qui exigent ou imposent un choix entre les différentes lois en présence. N'oubliez pas qu'on est toujours dans le cadre du droit international privé, ce qui implique bien sûr des appartenances étatiques différentes. Ceci si on retient uniquement la nationalité comme critère. Mais en tout cas, de manière plus générale, il y a un élément d'extranéité, il y a un élément étranger. C'est plus précisément ça le droit international privé. On ne peut parler de droit international privé qu'à partir du moment où on a un élément d'extranéité qui intervient, un élément étranger. Qu'il s'agisse de la nationalité ou autre, c'est la même chose. Donc peu importe quelle est la nature de cet élément étranger. Donc en matière de conflit de loi, on est devant des situations où il est indispensable de faire un choix entre différentes lois en présence. Parce que, parfois, on n'a pas la possibilité de résoudre un problème de droit sans procéder au préalable à ce choix. Il y a des situations où on peut retenir toutes les lois sans problème. Par exemple, on a deux étrangers qui veulent s'engager dans une union matrimoniale sur le territoire marocain. Tous les deux sont étrangers. Ils veulent conclure mariage. En faisant application des règles de droit international privé, le Daher sur la condition civile des Français et des étrangers, qu'est-ce qu'il prévoit à ce niveau? Il prévoit l'application pour chaque étranger de sa propre loi nationale en ce qui concerne les conditions de fond plutôt. On a un Français, une Belge, pour les conditions de fond, pour vérifier les conditions de fond, on fait appel au droit français, au droit civil français, et on vérifie est-ce que cette personne française remplit les conditions exigées par sa propre loi nationale pour contracter un mariage ou non. Et la même chose pour la personne belge. Donc c'est ce qui est prévu par le droit marocain. Les conditions de fond sont régies par la loi nationale de la personne. Si on suppose qu'il s'agit de deux personnes étrangères et que chacune dispose d'une seule nationalité, française et belge, on fait appel au code civil français, au code civil belge, et on vérifie est-ce que cette personne, selon sa loi nationale, remplit les conditions exigées ou non pour s'engager dans une union conjugale. La même chose pour la personne belge. Si j'ai deux personnes, une congolaise, une camerounaise, je procède de la même façon. Je vérifie pour la personne congolaise, est-ce qu'elle remplit les conditions exigées par sa loi nationale, et je vérifie de la même façon pour la personne camerounaise. Il est vrai que d'autres éléments peuvent intervenir. Là, je vous présente la chose de manière générale. On va voir par après, quand on aura nous intéresser plus en détail à la matière, que d'autres éléments peuvent intervenir. Mais là, je vous présente le schéma de manière globale. Donc,
la genèse ou le fondement de la matière des conflits de loi, c'est ce choix entre différentes lois en présence. Je suis obligé de choisir. Parfois, le problème de choix ne s'impose pas. Comme l'exemple que je viens de donner, je n'ai pas à choisir entre la loi belge et la loi française. Je n'ai pas à choisir entre la loi congolaise et la loi camerounaise. Puisque pour chaque personne, on lui applique sa propre loi nationale. Parce que tout simplement, on a retenu la nationalité belge et la nationalité française pour chacune des parties. Et on a retenu la nationalité congolaise et la nationalité camerounaise pour l'autre cas. Donc, et ça suppose bien sûr qu'on n'a pas de conflit de nationalité, que les deux personnes concernées par la situation ont chacune ou disposent chacune d'une seule et unique nationalité. Donc ici, le choix ou la question du choix ne s'impose pas. Par contre, parfois, la question s'impose, ou le choix s'impose. À supposer que ces deux personnes belges et françaises veulent divorcer. Donc ça ne concerne plus la formation du contrat de mariage. Maintenant, ça concerne le divorce, la séparation. Ici, le choix s'impose. En application des règles de droit national privé marocain, le choix va s'imposer. Parce qu'on ne peut pas appliquer les deux lois en même temps. Si par exemple j'ai deux personnes, une française et une belge, qui veulent divorcer, sur le principe il n'y a pas de problème, ils peuvent divorcer. Mais à la limite, quels seraient les effets de ce divorce? Qu'est-ce qui va advenir après le divorce? Comment régir la relation née de ce divorce? Par exemple, qu'est-ce qu'on va faire pour les enfants? Si j'ai par exemple la loi française qui m'indique comme quoi les enfants, par exemple, vont rester avec leur père. Et la loi belge va me dire non, les enfants vont rester avec leur mère. Si une loi accorde la tutelle à telle personne, l'autre l'accorde à l'autre. On ne peut pas se partager les enfants. C'est sûr si on a un nombre impair. Donc ici, l'application des deux lois en même temps est inopérante et ne me permet pas de résoudre le problème parce que c'est impossible. Donc il va falloir choisir une seule loi. Pour ce choix, bien sûr, on fait appel aux règles prévues par le droit international privé marocain. C'est lui qui va nous apporter la réponse. C'est lui qui va nous dire il faut retenir ou bien la loi de l'époux, ou bien la loi de l'épouse, ou bien parfois il va nous dire pour le divorce, le prononcé du divorce, on retient telle loi, pour les effets du divorce, on retient telle autre loi, peu importe. Donc là, ce sont juste des exemples, on va voir plus en détail ce qui est prévu par le droit marocain. Mais je vous dis ça parce que c'est prévu par exemple pour certains pays où on fait la distinction entre la loi applicable au divorce en lui-même, à la décision de divorcer, et une autre loi applicable pour les conséquences liées au divorce. Ce type de problème se pose plus rarement en ce qui concerne les relations commerciales, par exemple internationales. Elles font partie du droit national privé. Parce que là aussi, on a des personnes appartenant, par exemple, à des États différents. Il y a toujours un élément d'extranéité. Quand j'ai une société française et une société américaine à propos d'un projet à réaliser sur le territoire marocain, ça devient un problème de relation privée parce que j'ai des nationalités étrangères qui sont impliquées dans la relation. La nationalité de la société française et la nationalité de la société américaine.
Mais ici, en matière commerciale, les problèmes se posent avec moins de difficultés. Pour une raison très simple, c'est que généralement, au niveau des contrats internationaux, on prévoit des dispositions déterminant la compétence des tribunaux et la loi applicable. Donc par contrat, on résout tous ces problèmes. Ce qui se comprend parce qu'à ce niveau-là, ce sont des sommes d'argent assez importantes et personne ne voudrait investir dans un projet sans avoir une idée sur le devenir de la relation en cas de conflit. Donc au départ, au moment de la négociation, on se met d'accord sur ces différents éléments pour éviter les surprises. Le problème, ça n'empêche que le problème peut se poser si on ne prévoit pas ce type de disposition. Et il sera réglé de la même façon que pour les problèmes de droit privé familial. Là aussi, si j'ai un problème de droit international, droit de commerce international, ou en relation avec le commerce international, s'il s'agit même quand il s'agit de sociétés, si rien n'est prévu dans le contrat, on va se poser les mêmes questions de droit privé que pour la matière familiale. Les relations commerciales internationales ne sont pas toujours à l'abri. Elles ne sont pas toujours à l'abri de l'incertitude. Et l'incertitude en matière de relations privées, c'est un élément fondamental. On peut tous s'engager, par exemple, dans une relation familiale, mais ne jamais savoir qui serait l'issue en cas de difficulté ou en cas de problème. Cette incertitude, au niveau de l'application des lois, constitue un élément fondamental de l'esprit même des droits privés. Par exemple, je ne sais pas, je donne l'exemple de deux Marocains qui se sont mariés à Paris. Ce sont deux résidents sur le territoire français et ils se sont mariés, sachant que tous les deux disposent également de la nationalité française. Ils ont procédé au mariage civil à Paris, ils ont procédé au mariage selon le droit marocain devant les autorités marocaines, donc ils se sont conformés en quelque sorte aux deux lois nationales marocaines et françaises. Voilà, on connaît ce qu'il en est de la formation du contrat de mariage, mais on est dans l'incertitude des issues en cas de problème. Après quelques années, ces deux personnes, ressortissantes en même temps marocaines et françaises, ils sont en conflit. Quelle serait alors l'issue du problème? Les deux personnes veulent divorcer. Maintenant, je me pose la question, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je peux déterminer la loi qui sera appliquée? Est-ce que quelqu'un parmi vous peut dire, voilà, c'est cette loi qui va s'appliquer? Si je vous dis que ce sont deux personnes, double nationalité toutes les deux, françaises et marocaines, installées sur le territoire français, elles veulent divorcer. Pardon? Ils ont les deux axes. Ils sont mariés civilement sur le territoire français et sur le territoire marocain. Ils ont également respecté tout ce qui est prévu par le code de la famille et ils ont procédé au mariage dans les formes, en respectant les règles de fond, selon le droit marocain. Ici, c'est très difficile de répondre. Je ne peux pas dire que c'est telle loi qui sera appliquée. Et c'est ça l'incertitude.
Pourquoi je ne peux pas le dire? Je ne peux pas le dire parce que je ne peux pas le savoir. Et pourquoi je ne peux pas le savoir? Tout simplement parce que un élément sera important à prendre en considération à ce niveau-là. Et cet élément, il concerne l'autorité qui sera appelée à prononcer le divorce. Et si on fait appel aux autorités françaises, elles vont certainement appliquer le droit français. Parce que les deux personnes sont de nationalité française et qu'elles ont procédé à un mariage civil selon le droit français. Si ces deux personnes veulent procéder au divorce sur le territoire marocain devant les autorités marocaines vont appliquer le droit marocain. Parce que les deux personnes sont de nationalité marocaine et qu'elles ont contracté mariage selon le droit marocain. Non, dans ce cas, il est possible aussi, si les deux personnes le veulent, ce sera un peu bizarre. Si elles veulent divorcer devant les deux autorités, c'est toujours possible. Mais là, à ce moment-là, il ne faut pas oublier qu'on est dans une relation conflictuelle et qu'on veut divorcer. Si on procède, et c'est ça le problème qui se pose parfois, et qu'on se retrouve devant des situations ingérables, qu'on ne peut pas résoudre. À supposer que pour ces deux personnes, la femme va intenter une action pour le divorce sur le territoire français, et l'homme va intenter la même action devant les autorités marocaines. Et c'est de leur droit. L'épouse, considérant que le droit français lui est plus favorable, elle va intenter l'action devant les autorités françaises. Parce que c'est plus avantageux pour elle. L'époux, considérant que la loi marocaine lui est plus favorable, il va intenter la même action devant les autorités marocaines. Voilà, on a deux actions en même temps, une devant les autorités françaises, ce qui est légitime pour cette femme. Et les autorités françaises vont reconnaître les compétences puisqu'il s'agit de deux nationaux français qui se sont mariés sur le territoire français selon le droit français et qui résident sur le territoire français. Donc ça va de soi, il n'y a pas de problème au niveau de la compétence des tribunaux français. La même chose pour les tribunaux marocains, puisqu'il s'agit de deux nationaux marocains qui se sont mariés selon le droit marocain, donc il n'y a aucun obstacle à ce qu'ils se reconnaissent compétents. Donc j'ai deux instances, j'ai deux procédures de divorce. Une sur le territoire français, une sur le territoire marocain. Et il y aura application a priori de deux lois différentes. La loi française sera appliquée par les autorités françaises et la loi marocaine par les autorités marocaines. Et comment est-ce qu'on va résoudre ce problème? C'est pourquoi je vous ai dit qu'on est un peu dans l'incertitude. On ne peut pas régir un problème de droit privé au départ. On ne peut pas décider au départ de la loi qui sera appliquée. Tout dépendra de l'évolution des choses. Le droit français va accorder la garde des enfants à la femme, le droit marocain va accorder la garde des enfants à l'homme, à l'époux. Il se trouve par hasard que les enfants sont sur le territoire marocain avec leur père. Ça pose un autre problème, puisque le père peut avoir des problèmes vis-à-vis des autorités françaises.
on est presque dans le cadre d'un kidnapping. Sachant que lui, il a un jugement des autorités marocaines qui disent, voilà, la garde, c'est pour, on l'accorde au père qui se trouve sur le territoire marocain avec les enfants. Il y a énormément de ce type de situation qu'on ne peut pas résoudre. Même aujourd'hui, il y a énormément de Marocains, de Marocaines qui vivent ce type de situation. Parce que, du point de vue de la loi ou des règles de droit, ce sont des situations ingérables qu'on ne peut pas résoudre. On a essayé de les résoudre par accord, par convention, avec différents pays ou au moins les pays où est installée une forte communauté marocaine, mais ça n'a pas marché. On n'a pas réussi à se mettre d'accord. Parce qu'en matière familiale, les États ne veulent pas faire de concessions. Chaque État estime que ses propres règles en matière familiale doivent s'appliquer de manière exclusive. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail du pourquoi, mais en tout cas, en matière familiale, on l'aperçoit la matière familiale de manière différente que, par exemple, la matière commerciale ou la matière pénale ou autre. En matière familiale, les concessions sont difficiles, sinon inexistantes. Chaque État veut que ses propres lois s'appliquent, que ses propres règles s'appliquent. Et en l'absence de cette coopération ou de cette ouverture sur les lois des autres, il est très difficile de régir ce type de relation. Et c'est pourquoi aujourd'hui encore, il y a des cas de ce genre qu'on n'arrive pas à résoudre. Par exemple, dans notre cas, dans notre exemple, si ce père voyage en France, il sera arrêté pour non-exécution d'un jugement ou pour kidnapping des enfants à la limite. Et on ne peut rien faire. On a en quelque sorte les mains liées dans ce type de situation. En l'absence d'un minimum d'ouverture, d'un minimum d'acceptation de l'autre, des règles de l'autre, des lois de l'autre, on sera toujours face à des blocages. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas résoudre ces problèmes, mais parce que tout simplement, en l'état actuel des relations entre les États, il y a probablement des barrières psychologiques qui nous empêchent de dépasser un certain type d'attachement à nos propres règles en matière familiale. Est-ce qu'on a raison ou non? Peu importe. Et sans rentrer dans les jugements de valeur à propos de tel type de règles ou tel type de règles, mais en tout cas, on constate aujourd'hui qu'on est dans l'impasse. Pour certains types de problèmes, pour certains types de relations, on est dans l'impasse, on n'arrive pas à résoudre certains problèmes. Peut-être que ça va venir après, mais en tout cas pour l'instant, il y a certaines situations humainement peut-être difficiles, humainement inacceptables, parce qu'elles portent atteinte à la stabilité des personnes, à la stabilité des relations familiales,
Mais du point de vue purement juridique, aujourd'hui, il n'y a pas de solution. Du point de vue purement légal, il n'y a pas d'issue. Donc la matière de droit instant privé de manière générale, c'est une matière qui repose sur un degré d'incertitude. Je m'engage sur la base de la loi marocaine, par exemple, mais je ne sais pas si mon divorce dans quelques années éventuellement sera régi par la loi marocaine. Aujourd'hui, on peut se marier selon le droit marocain, on est tous deux installés sur le territoire marocain. Si demain on voyage, on s'installe ailleurs, rien ne me garantit qu'en cas de divorce, c'est la loi marocaine qui va s'appliquer. Même si je n'ai pas procédé à un autre mariage. Même si je n'ai pas procédé à un mariage, par exemple, civil. Par exemple, on est deux Marocains, installés sur Marocain, on se marie à un séjour, on voyage, on s'installe dans un autre pays. On n'a pas acquis la nationalité de ce pays, ni rien. On est toujours Marocain, installé en Suède. Au moment, si jamais on décide de divorcer, on n'est pas certain que les autorités suédoises vont appliquer le droit marocain. Sachant bien sûr qu'on est toujours des Marocains, qu'on n'a pas acquis la nationalité suédoise. Il se peut bien sûr que le droit marocain soit écarté pour lui substituer d'autres règles pour contrarier à l'ordre public ou pour autre chose. Donc on n'est jamais sûr de ce qui va s'appliquer au fur et à mesure de l'évolution de la relation matrimoniale. Ça ? Hein ? C'est une possibilité, bien sûr. Deux Marocains installés dans un autre pays, il y a toujours de procéder à un divorce selon le droit marocain, selon ce qui est prévu par les autorités marocaines au niveau des ambassades et des consulats. Mais ça peut poser d'autres problèmes pour ces personnes. Par exemple, il y a certains pays où la règle en matière de divorce, c'est l'application de la loi de ce pays à partir du moment où les époux sont installés sur son territoire, quelle que soit leur nationalité. Par exemple, ces deux Marocains, s'ils procèdent à un divorce, si par exemple ils procèdent même à un divorce sur le territoire marocain, est-ce que les autorités suédoises vont reconnaître ce divorce, sachant qu'il y a une loi suédoise qui vous dit, écoute, à partir du moment où tu es installé sur mon territoire, tout divorce doit s'effectuer en fonction ou selon les règles de mon droit suédois. Là, c'est juste un exemple. Je ne connais pas le droit suédois. Mais je sais, par exemple, qu'en Belgique, oui, c'est le cas. Par exemple, si ces deux Marocains sont installés en Belgique, qu'ils n'ont pas, par exemple, la nationalité belge, qu'ils l'étaient, elles rentrent au Maroc et elles procèdent au divorce. Est-ce que les autorités belges vont reconnaître ce divorce et mettre en application ses effets? C'est pas sûr. Pourquoi? Parce que là, on va à la limite estimer qu'il s'agit d'une fraude à la loi. Parce que tu voulais te soustraire à la loi belge, alors tu as procédé à un divorce sur le territoire marocain. Sachant qu'il y a une loi belge qui te dit, écoute, quelle que soit ta nationalité, quel que soit le type de mariage, peu importe où est-ce que tu l'as contracté, tu es installé sur le territoire belge, toute
procédure de divorce doit être soumise à la loi belge, devant un tribunal belge. D'accord? Donc c'est une possibilité, je peux, mais est-ce qu'il y aura reconnaissance de ce divorce devant les autorités marocaines? Pour la loi marocaine, il y a une chose qui est essentielle. La reconnaissance de ce divorce en elle-même ne pose pas de problème. Seulement, il y a certaines conditions qu'il va falloir vérifier. Il y a certains points prévus par le Code de procédure civile marocain et qui nous permettent de vérifier est-ce qu'on peut exécuter, on peut reconnaître ce divorce dans un pays étranger. Je pense que c'est les articles 430, 431 du Code de procédure civile, je ne sais pas si c'est 29, 30 ou 30, 31, qui nous précisent quelles sont les conditions exigées. Qu'est-ce qu'il faut vérifier? Est-ce que ce divorce n'est pas contraire à l'ordre public? Est-ce que les autorités belges étaient compétentes, ou avaient la compétence pour se prononcer sur le divorce? D'accord, donc il y a certaines conditions qui sont exigées. Si ces conditions-là sont remplies, il n'y aura pas de problème pour la reconnaissance du divorce prononcé par une autorité étrangère, un tribunal par exemple étranger, et lui accorder les différents effets. D'accord, donc pardon, pour c'est une possibilité. C'est une possibilité. On peut, et c'est prévu par la loi marocaine, par le Code de la famille par exemple, il est prévu comme quoi on peut se mettre d'accord sur un certain nombre de points par contrat, par voie contractuelle, il n'y a pas de problème. Mais la question qui va se poser, c'est l'étendue de cette liberté. Jusqu'à quel point est-ce qu'on peut se mettre d'accord? Ou quelles sont les questions sur lesquelles on peut se mettre d'accord? On peut se mettre d'accord sur l'organisation financière de la famille, sur les relations financières par exemple, sur le mode d'éducation des enfants par exemple. D'accord. Mais est-ce que... Il ne faut pas oublier que les questions de compétences sont d'ordre public. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas les modifier. Qu'elles s'appliquent par la force de la loi. On ne peut pas prévoir, par exemple, qu'en cas de divorce, le tribunal compétent sera tel tribunal. Donc le droit marocain a prévu cette possibilité. C'est prévu par le Code de la famille. La possibilité de se mettre d'accord sur un certain nombre d'éléments de manière contractuelle, ça ne pose aucun problème. Mais jusqu'à quelle limite? Quelle est l'étendue de cette liberté? Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur tout ce qu'on veut? Est-ce qu'on est libre? Prévoir comme en matière commerciale, tribunal compétent, loi applicable et on est tranquille? Ce qui n'est pas le cas. En matière familiale, c'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure qu'on n'a pas, que les États ne veulent pas faire de concessions. Et même les lois nationales ne veulent pas faire de concessions. Et surtout, quand il s'agit, par exemple, d'un droit familial comme le nôtre, qui est fortement lié à des préceptes ou des concepts
d'origine, on ne peut pas dire religieuse, mais qui, en tout cas, sont en relation avec la doctrine musulmane. Il ne faut pas dire qu'il y a des règles de droit familial qui sont d'origine religieuse ou qui sont liées à la religion. Ils sont liés à la doctrine musulmane. C'est elle qui a mis en place ces règles. La source de notre droit familial, ce n'est pas la religion musulmane. C'est plutôt les règles mises en place par l'imam Malik et le rite malikite de manière générale. En fait, on n'a pas puisé directement du Coran ou de Sunna. On a puisé de ce qui a été dit, ce qui a été prévu par la doctrine malikite. Mais ça n'empêche que, pour nous, de manière générale, ce qui a été mis en place par les différents rites sunnites est fortement lié au Coran et à Sunna Nabawiya. Il y a eu des explications, des interprétations, parfois différentes entre les rites, mais ça n'empêche que la source principale, les sources principales sont toujours Coran et Sunna. Oui. Il y a une première difficulté, c'est qu'il faut toujours partir du fait que le droit privé, ce sont des règles nationales, ce sont des lois nationales. Si c'était des règles de droit international comme en droit public qui lient les États en même temps, de la même façon, sur la base du même socle de règles, ça ne va pas poser de problème. Mais ici, le droit privé marocain, c'est comme le droit familial, le droit commercial, la procédure civile, c'est